Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le CAC 40 qui franchit donc pour la première fois de son histoire les 7000 points. On parle du CAC 40 hors dividende, vous le savez. C'est le mode de calcul spécifique d'ailleurs de notre indice parisien. On a une mesure du CAC 40 dividende réinvesti qui lui approche les 20 000 points et qui a déjà battu depuis quelques temps maintenant ses record historique. Néanmoins, cette barre des 7000 points est une barre symbolique qui marque les esprits aujourd'hui. Au-delà des 5000 points pour le CAC 40, vous aurez dans un instant les informations clés de cette séance en cours avec Alix Nguyen. Sur le front de la macroéconomie, après la séquence banque centrale intense ces derniers jours, un chiffre d'emploi aux États-Unis qui sera là aussi très suivi. Les économistes attendent un rebond en termes de création d'emplois après un mois de septembre et un mois d'août qui était un peu plus faible que les précédents. Un rebond qui est attendu autour de 450 000 créations d'emplois donc pour le mois d'octobre aux États-Unis. Chiffre à suivre en début d'après-midi à 13h30 heure française. Et puis, comme chaque vendredi, on consacrera quelques minutes de cette émission à vos finances personnelles en tant que chef d'entreprise, en l'occurrence, puisqu'on parlera du cas de cession d'entreprise et de la fiscalité qui peut s'appliquer à l'issue d'une cession de ces actifs d'entreprise. Et c'est les ingénieurs patrimoniaux, une ingénieure patrimoniale en l'occurrence de Natixis Wealth Management qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure pour évoquer ce cas de cession d'entreprise et de fiscalité. Les infos clés donc du jour à mi-séance en Europe avec une date marquante dans l'histoire du CAC 40 qui franchit donc pour la première fois de son histoire depuis ce matin les 7000 points. Et c'est encore une hausse pour la Bourse de Paris. Elle lui permet d'atteindre un nouveau record absolu. Le statu quo de la Banque d'Angleterre, cumulé aux commentaires de la Fed et de la BCE, rassure les marchés quant à une perspective de hausse de taux qui ne sera donc pas pour tout de suite. À noter aussi que le marché anticipe un net rebond aux États-Unis des créations d'emplois. Les derniers indicateurs, comme les inscriptions hebdomadaires au chômage ou l'enquête ADP dans le secteur privé, évoquent en ce début de quatrième trimestre une amélioration du marché du travail, mais plus largement de l'économie, dans un contexte où la confiance du consommateur et l'activité dans le secteur des services se renforcent. On relève aussi, et dans le même temps, que les salaires augmentent et le coût de la main-d'œuvre aussi. Le CAC est porté par les records sans fin de poids lourds comme Hermès, L'Oréal et Essilor-Luxottica. Le secteur du luxe bénéficie de la progression de Kering et du pic historique d'Interparfums. AXA avance légèrement. Le géant français de l'assurance lance un programme de rachat d'actions d'1,7 milliard d'euros après avoir dévoilé une activité en forte croissance sur 9 mois, une première depuis 2007. Il devrait être suivi d'une deuxième vague d'un montant maximum de 500 millions d'euros l'an prochain. JCDecaux est en nette progression. Le géant français de la publicité a bénéficié au troisième trimestre d'un fort rebond de son activité supérieur à ses attentes portées par l'affichage et les contrats de mobilier urbain. Sur la période, le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 31% à 647 millions d'euros, soit plus de 10 points de plus que l'objectif communiqué fin juillet. Et puis Casino recule. Le groupe a réalisé au cours du troisième trimestre 2021 un chiffre d'affaires de plus de 7 milliards d'euros, en hausse de plus de 4%. Et puis une alliance se dessine entre Casino et l'allemand Gorias en vue de conclure un partenariat majeur pour le marché du quick commerce en France, partenariat dont la conclusion doit intervenir avant la fin de l'année 2021. Tendance mon ami, chaque jour avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Gilles Mouek est avec nous en vidéoconférence depuis Londres, chef économiste du groupe AXA. Bonjour et bienvenue Gilles. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous rentrez tout juste, je crois, de la COP26 qui se déroule toujours en ce moment à Glasgow et vous l'écrivez sous forme de compte-rendu analytique ce matin dans l'AGFI, Gilles. Plus la coopération politique est difficile au niveau des États, plus la pression est forte désormais sur l'ensemble de l'industrie financière. C'est ce qu'il faut retenir sans doute de ce qui s'est passé ces derniers jours à Glasgow.
En tout cas, c'est l'angle pour moi, travaillant dans l'industrie financière, parce que à la COP26, si on veut regarder les choses positivement, on peut se dire, en reprenant ces estimations de l'Université de Melbourne, que les engagements des uns des autres peuvent nous mettre juste à la limite de 2 degrés à l'horizon 2100 de réchauffement climatique, ce qui est formellement à peu près en ligne avec les objectifs de la COP, puisque je rappelle que l'accord de Paris, c'est moins de 2 degrés et 1,5 si possible. Donc voilà, on peut se dire que des avancées ont été faites, mais cela ne fonctionnerait que s'il y avait application absolue à 100% de l'ensemble des engagements qui ont été pris. Et sur un certain nombre de politiques spécifiques, par exemple sur le méthane, par exemple sur le charbon, on est encore très loin du compte. Et on a beaucoup de pays, en particulier de pays émergents, qui pour l'instant ne veulent pas renoncer au charbon, qui est la forme de fossile la plus nuisible. Donc je doute que l'on sorte de la COP26 avec énormément de réassurance, si vous voulez, sur la capacité à éviter un réchauffement climatique important dans les décennies qui viennent. Et du coup, la tentation va être forte pour l'opinion publique et pour les gouvernements aussi de faire reporter une grande partie de l'ajustement sur le secteur privé, bien évidemment sur les émetteurs de carbone, qui au premier chef sont bien évidemment les entreprises, mais aussi sur la sphère financière à laquelle on va demander de modifier de plus en plus l'allocation de capital pour favoriser ceux qui transitionnent bien vers le net zéro et punir entre guillemets ceux qui sont loin du compte. C'est absolument nécessaire, je ne remets pas ça en cause, mais il ne peut pas y avoir de substitution complète, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus attendre de la sphère financière de répondre à la totalité des défis qui sont actuellement portés par le réchauffement. Il y a des décisions politiques à prendre et pour l'instant, un certain nombre de ces décisions n'ont pas été prises. Si on regarde effectivement, alors du point de vue de l'écosystème financier, de l'industrie de la finance et de la gestion d'actifs notamment, j'ai été frappé, Gilles, par l'étude du Carbon Disclosure Project la semaine dernière, juste avant l'ouverture de Glasgow. Et c'est vrai qu'on baigne tous dans l'ESG quand on est dans le monde de l'industrie de la gestion d'actifs, avec une communication, un marketing très puissant quand même depuis plusieurs années de ce point de vue-là. Et l'étude du CDP, on en a beaucoup parlé la semaine dernière, montre quand même que les fonds de gestion collective ne sont pas du tout alignés sur ces trajectoires 1.5. Évidemment, la finance n'est que la résultante en partie de l'économie réelle. Les entreprises ne sont pas elles-mêmes alignées sur les trajectoires 1.5, mais au moment où l'épargnant final est en train de prendre conscience que son épargne, ses placements peuvent avoir un impact, est-ce qu'on a en face les bons produits dans l'industrie qui permettent justement de garantir cet impact, Gilles? Moi, c'est ça qui m'a frappé dans cette étude, c'est cette espèce de grand écart, encore une fois, entre un marketing très puissant, une prise de conscience des épargnants et finalement une intersection qui est très difficile à trouver. Je pense qu'on va quand même faire des progrès assez rapides en la matière, particulièrement en Europe, grâce à l'impact de la régulation. La régulation SFDR qui précise en fait la classification des fonds en fonction de leur contenu ESG, va quand même, à mon avis, provoquer une prise de conscience, va faciliter surtout les choix pour les consommateurs finaux entre différentes offres ESG, avec une exigence de transparence qui sera beaucoup plus forte que dans la situation dans laquelle on était encore il y a quelques années, dans laquelle les fonds ESG ressortaient de démarches volontaires des gestionnaires d'actifs avec des approches, avec des méthodologies qui étaient souvent extrêmement différentes. Donc une vraie difficulté pour des investisseurs à trouver les produits qui correspondaient à leurs besoins. Ça va être progressivement simplifié grâce à la régulation. Le deuxième élément, c'est ce qui se produit du côté des obligations de publication d'informations non financières pour les émetteurs eux-mêmes. Ça, c'est la fameuse projet de directive CSDR, qui va normalement, on l'espère à partir de 2023, préciser les conditions dans lesquelles les entreprises elles-mêmes, les entreprises du secteur réel, vont reporter sur leur trajectoire de soutenabilité, sur leur trajectoire vers le net zéro. Donc l'écosystème va s'améliorer
du fait de la régulation, ça va permettre une plus grande clarté, une plus grande transparence dans la concurrence. Et vous en voyez déjà un certain nombre d'effets, puisqu'on a déjà une première classification des fonds selon ces critères ESG clarifiés par la Commission européenne. Et c'est très clair que les clients demandent les portefeuilles, les fonds qui sont les mieux classés de ce point de vue-là, sont les fameux articles 9, un tout petit peu moins les articles 8, et les fonds qui ne répondent absolument pas aux exigences ESG, donc ce qu'on va trouver dans les articles 6, sont de moins en moins demandés. Donc on voit déjà les choses commencer à se simplifier. Mais un point quand même à garder en tête, et ça c'est problématique pour les gestionnaires d'actifs qui interviennent globalement. L'Europe est très en pointe. L'Europe va avoir une classification, une taxonomie, des obligations de disclosure de la part des émetteurs. On est très très loin du compte dans d'autres régions. On ne les a pas aux États-Unis, on est très loin du compte en Asie également, et on a un risque en fait de création de standards, de méthodes très différents d'un continent à l'autre, qui risque de rendre les choses un peu compliquées pour les acteurs les plus globaux. Effectivement, un effort de standardisation qui a encore beaucoup de travail à faire. Mais d'une certaine manière, vous dites l'étude du CDP, c'est une photographie qui appartient au passé, Gilles. Si on refait, j'imagine que le CDP refera l'étude chaque année, mais si on refait l'étude en 2022, vous dites on arrivera quand même à des résultats beaucoup plus probants. Les choses peuvent s'accélérer de ce point de vue-là. Les choses peuvent s'accélérer parce que cette transparence, cette exigence de clarté dans ce qui est fait en matière de finances soutenables, c'est déjà en chantier, même plus qu'en chantier, ça va être applicable dans les 2 années qui viennent dans l'Union européenne. Et là où les progrès sont plus lents, par exemple aux États-Unis, on sent également un bouger. Je prends un exemple, la SEC, jusqu'à l'arrivée de l'administration Biden au pouvoir, avait toujours refusé de considérer les questions de finances soutenables. Ça considérait que ça ne faisait absolument pas partie de sa mission. Depuis le mois de janvier 2021, curieusement, la SEC, qui est sous contrôle direct de l'exécutif aux États-Unis, intervient de plus en plus clairement en matière de finances soutenables, en demandant par exemple aux gestionnaires d'actifs américains d'être plus clairs dans leurs critères de soutenabilité. Donc on y arrive, on y va. C'est pour ça que cette photographie, voilà, à mon sens, elle ne nous dit pas grand-chose en fait sur ce qui se passe en réalité du côté de l'activité des gestionnaires d'actifs. Je peux vous garantir, parce que je l'expérimente chaque jour de manière très très concrète, c'est probablement la priorité numéro 1 du haut management de la plupart des gestionnaires d'actifs actuellement, en tout cas en Europe. Bon, venant de ce sujet, la séquence Banque Centrale qui se termine cette semaine peut paraître un peu secondaire, Gilles, mais quand même, il faut en dire un mot. Si la Fed est évidemment la banque centrale à suivre, et on a eu la communication de Jérôme Powell à l'issue du FOMC cette semaine, qu'est-ce qu'on peut en retenir, Gilles ? Jérôme Powell semble pour l'instant garder le contrôle, là où d'autres banques centrales sont beaucoup plus agitées, on va dire. Non, moi je suis assez épaté par la maîtrise de Powell dans cette affaire-là, parce que c'est vraiment compliqué à conduire, parce qu'à la différence de la BCE par exemple, dans le cas de la Fed, il n'y a qu'un seul programme de QE. Donc une fois que vous l'arrêtez, ou en tout cas une fois que vous en réduisez la portée, il n'y a pas de seconde chance, alors que dans le cas de la BCE par exemple, il y a un programme dont on sait a priori qu'il va s'arrêter en mars, c'est le PEP, mais il y en a un autre avec lequel on peut jouer encore pendant quelque temps. Alors voilà, les défis sont beaucoup plus proches pour la Fed, et je trouve qu'il s'en tire très bien. Je pense qu'il a eu absolument raison de refuser de se laisser prendre dans une discussion sur le pricing de marché, qui attendait sans doute de sa part une forme d'approbation sur l'idée qu'une hausse des taux en 2022 était nécessaire, était un done deal. Il a refusé de se lancer dans ces discussions-là. Son analyse de la situation macro a été une analyse très ouverte, avec certes la reconnaissance du fait que l'inflation est là, mais en se tenant sur la substance, sur cette idée qu'elle reste transitoire. Et du côté de l'autre grand indicateur que suit la Fed, à savoir l'emploi, il a été très clair. Pour lui, il n'est absolument pas clair qu'on est si proche que cela du plein emploi. Autrement dit, on a une Fed qui nous dit aujourd'hui, voilà, il est temps de commencer à normaliser, on le fait du côté du QE, mais même sur la vitesse de tapering
la Fed s'est gardé énormément de marge de manœuvre, puisque les 15 milliards, c'est valable pour novembre et décembre. À partir du mois de janvier, la Fed se réserve le droit de modifier le rythme de tapering selon l'évolution de la conjoncture et l'évolution de ses prévisions. Et sur les taux, on verra plus tard. Et je pense que voilà, c'est un discours assez carré et qui passe assez bien. Bon, petite question sur la Banque d'Angleterre. Est-ce que c'est un problème? Parce qu'on voit la Banque d'Angleterre, la Banque d'Australie, même la BCE a du mal parfois à bien communiquer au marché ce qu'elle peut avoir en tête. Ça pose la question, d'ailleurs, c'est un peu ce que dit Andrew Bailey, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, pour se défendre. Est-ce que c'est le rôle des banquiers centraux de piloter comme ça aussi finement les attentes de marché? Andrew Bailey qui s'est quand même complètement fait prendre à revers, puisqu'il signale une hausse de taux qu'il ne délivre pas. Ce qui fait un peu partie de la tradition de ce que j'ai compris de la Banque d'Angleterre. Est-ce que ça reste très Banque d'Angleterre spécifique, ou est-ce qu'il y a un sujet autour de cette communication aujourd'hui des banques centrales? Là-dessus, j'étais surpris de la décision ou de la non-décision de la Banque d'Angleterre, pas sur le fond. Je pense que sur le fond, il était absolument pas nécessaire du tout que la Banque d'Angleterre augmente ses taux hier. En revanche, j'ai été très très surpris de la valse hésitation en termes de communication, et encore plus surpris de la justification qui a été donnée par Bailey dans cette interview. Mais bien sûr que si, que c'est le rôle des banques centrales de conduire le pricing du marché. C'est même comme ça que ça marche. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui s'appelle la forward guidance. C'est pour ça que les banques centrales ne se contentent pas simplement de se réunir une fois toutes les 6 semaines et de décider de ce qu'on fait aujourd'hui, mais qu'elles essaient de donner une indication de là où on va, quelles sont les conditions qui les conduiraient à remonter les taux ou pas. Et pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Pourquoi ça fait partie du boulot? Tout simplement parce que si on laisse le marché se lancer dans des anticipations qui ne correspondraient pas à ce que la Banque centrale souhaite, on va se retrouver dans une situation dans laquelle on a un durcissement des conditions financières spontanées du fait de ces anticipations du marché, et ce durcissement des conditions financières, elles vont avoir un impact effectif, un impact réel, un impact aujourd'hui sur l'horizon, sur les prévisions, sur l'activité économique. Si on ne dit rien et si on laisse le marché pousser les feux, on va se retrouver dans une situation dans laquelle une banque centrale pourrait être amenée, par exemple, à revoir à la baisse ces anticipations de croissance, parce qu'elle sera obligée de tenir compte du fait que les taux d'intérêt à long terme sont remontés du fait de la pression de marché. Donc il est absolument vital pour une banque centrale de conduire, de tenir ces anticipations. Ce n'est pas tout le travail des banques centrales, et les banques centrales ne sont pas obligées de tenir le marché par le bras, d'être absolument ultra clair à chaque fois et tous les jours, mais dans la mesure où Bailey, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, avait pris une position quand même très forte, une communication qui ne laissait pas énormément de place à l'ambiguïté, et bien sûr que si, que le marché avait quelque part raison de pricer ce qu'il a pricé. Donc voilà, c'est pas forcément très nouveau dans le cas de la Banque d'Angleterre. Dans le cas de la BCE, ce qui est rassurant, c'est que le premier étage de la fusée était problématique en termes de communication, puisque ça s'est mal passé la semaine dernière. À mon avis, à tort, parce que moi je bouillais dans mon siège la semaine dernière en voyant le marché réagir aux propos de Christine Lagarde, parce que sur la substance, sur le fond de ce que disait Christine Lagarde, c'était dovish. Et le marché n'a pas voulu l'entendre. Mais ensuite, on a eu cette mobilisation d'autres porte-paroles de la BCE, et les choses sont entrées dans l'ordre. Mais si, bien sûr que ça fait partie du rôle des banques centrales de tenir compte et de répondre aux anticipations du marché. Merci beaucoup Gilles. Merci d'être avec nous ce vendredi encore. Gilles Moec, chef économiste du groupe AXA, en visioconférence depuis Londres. Et venons-en à la vie réelle des chefs d'entreprise avec Aurélie Alamijon qui est à mes côtés, directeur au sein de l'ingénierie patrimoniale de Natixis Wealth Management. Bonjour Aurélie. Bonjour. Bienvenue. Le cas dont on parle avec vous, c'est celui de la cession d'entreprise, un chef d'entreprise qui est en train de céder son entreprise. Et se posent évidemment des questions, notamment en matière de fiscalité. Mais juste un petit retour d'expérience, c'est ce que je comprends en discutant avec vos consoeurs ou vos confrères, Aurélie. Le chef d'entreprise, il est focalisé sur son entreprise. Et quand arrive le moment de la cession, c'est très rare qu'il soit bien préparé. Vous êtes d'accord avec ça ? Tout à fait. Alors, la cession d'entreprise, c'est un sujet très vaste, passionnant, très vaste, dont on pourrait parler très longtemps. Mais en synthèse, vous avez raison. Souvent, les cessions ne sont pas préparées.
D'où l'importance de tout un discours, de toute cette anticipation. Parce que même si effectivement chaque cas doit être analysé en fonction de la situation patrimoniale, personnelle, familiale et surtout des objectifs du candidat à la cession, chaque cession sera différente. Néanmoins, une idée clé se dessine, c'est celle de la nécessaire anticipation afin de pouvoir réussir cette cession d'entreprise. Anticiper, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, le plus en amont possible, il faut essayer de se projeter, surtout si on a une intention de céder à moyen, long terme, de se dire, si je viens à céder mon entreprise, alors déjà, petite précision, excusez-moi, cession, là, on va l'entendre au sens de la vente de l'entreprise, parce que cession, on aurait pu aussi entendre transmission à titre gratuit par voie de donation de l'entreprise, qui aurait pu faire appel à d'autres dispositifs, comme par exemple le dispositif du Trade, qui est bien connu. Là, pour la vente, effectivement, il va falloir en amont se positionner, de se dire qu'est-ce que je vais faire au moment de la cession, juste après. Est-ce que j'entends, par exemple, profiter de cette occasion, de cet événement majeur pour pouvoir transmettre une quotité de mon patrimoine et plus précisément des titres avant la vente au profit de mes enfants? Est-ce que j'entends dès après la cession déployer une nouvelle activité, une activité entrepreneuriale? Quel sera évidemment le poids de la fiscalité qui va grever cette cession, qui va frapper la plus-value, donc le gain matérialisé? Et puis d'autres questions juridiques aussi qui vont être autour de cette question. Mais ce sont bien les objectifs de vie qui guident la stratégie patrimoniale. Oui, les objectifs et la situation. C'est tout à fait ça. Et vraiment l'anticiper parce qu'une fois la cession passée, certaines opérations qui doivent nécessairement être faites sont plus possibles. Avant le transfert de propriété ne seront plus possibles, ce sera trop tard. Voilà. Si on se place dans le cas concret, comme vous l'avez dit, d'une vente de l'entreprise réalisée par le chef d'entreprise qui ambitionne de rester actif, qui n'est pas tout de suite prêt à prendre sa retraite. Quelle stratégie patrimoniale est-ce qu'on peut avoir? Comment est-ce qu'on peut mettre en place certaines choses? Et puis vient ensuite, bien sûr, la question de la fiscalité. Comment s'en sortir avec la meilleure fiscalité possible? Oui, autant que possible. Alors, bien qu'effectivement, comme je le disais, chaque situation doit faire l'objet d'un examen particulier. Ce qui est fréquemment effectué, c'est le fait pour un dirigeant donc dans ce contexte-là qui entend redéployer dès après la cession une activité entrepreneuriale, c'est le fait de faire apport d'une quotité de titres de sa société à une structure soumise à l'impôt sur les sociétés avant la vente, laquelle en fait société, on parle souvent de société holding, se chargera de vendre les titres reçus ultérieurement, dans un second temps. Alors, cette opération, finalement, est intéressante parce que la chronologie inverse aurait pu être retenue, c'est-à-dire que le dirigeant aurait pu céder son entreprise et apporter les liquidités nettes à une structure soumise à l'IS, nette de l'impôt sur la plus-value. En fait, en intervertissant la chronologie de ces opérations, ça va avoir deux vertus. La première, c'est que cette opération d'apport va au niveau de la société holding des titres revaloriser le prix de revient dans son bilan, de sorte que si la société holding vend pour un prix proche de la valeur d'apport... On amoindrit la plus-value d'une certaine manière. Voilà, le frottement fiscal en termes d'impôt sur les sociétés sera plutôt limité. Et au niveau de la personne physique qui apporte les titres, alors normalement, l'apport est considéré comme une cession, comme une vente qui devrait entraîner la taxation de la plus-value d'apport constatée au moment de cet échange. Mais dans la mesure où il ne récupère pas en contrepartie de son apport de titres des liquidités, mais des titres de la société holding, eh bien, il va bénéficier d'un report d'imposition. Alors, ce report d'imposition, attention, il va falloir le pérenniser, c'est-à-dire que si la société holding vend dans les 3 ans de l'apport les titres de la structure opérationnelle qu'elle aura reçue, normalement, le report d'imposition au niveau de l'associé personne physique de la holding expire, à moins que la société holding ne remploie 60% au moins du produit de la vente dans les 2 ans de la vente dans une activité éligible, une activité industrielle ou commerciale, dans des prises de participation, etc., du private equity. Mais ça aussi, ça se prépare le remploi. Enfin, ce sera une autre émission. Il faudrait faire une autre émission. Mais là aussi, il y a 2 ans, effectivement, comme vous dites, pour réinvestir. C'est assez court. Et voilà, il faut y penser un peu avant aussi, d'une certaine manière, si on opte pour ce genre de stratégie. Voilà, et calibrer surtout
surtout ce que l'on apporte avec ce que l'on va remployer en termes de volumétrie. Donc ça, c'est très important. Et donc, voilà, pour pouvoir pérenniser, encore une fois, le report d'imposition au niveau de la personne physique. Est-ce qu'on peut, parce que report, effectivement, alors on peut pérenniser le report, mais ça reste un report permanent d'une certaine manière. Ça reste un report. Est-ce qu'on peut ambitionner peut-être, alors d'avoir peut-être une exonération totale? Est-ce qu'il y a des stratégies qui permettent de passer d'une logique de report à peut-être des abattements, des exonérations au final? Alors déjà, vous avez raison, report d'imposition, c'est pas une exonération. Hein. C'est souvent la confusion est faite, hein, mais vraiment report d'imposition, c'est juste un différé d'imposition. On suspend la taxation à un moment, à un événement qui va procurer en quelque sorte des liquidités aux titulaires de ce report. Concrètement, s'il vendait la société holding, eh bien, il revient à la liquidité et le report d'imposition expire. Alors, à part le cas où le dirigeant qui serait titulaire de ce report d'imposition disparaît, ou celui dans lequel il donnerait la pleine propriété des titres, et donc dans ces cas, à son niveau, le report d'imposition, enfin la plus-value en report d'imposition serait définitivement exonérée. Néanmoins, le report d'imposition, en cas de donation, basculerait sur la tête des donataires, des bénéficiaires de la donation, donc qui devraient, pour le pérenniser à leur tour à leur niveau, conserver pendant un certain temps. Alors, pour répondre à votre question sur la question des abattements, il existe, lorsque l'on cède effectivement des titres, des droits sociaux, des abattements pour durée de détention. En fait, la plus-value qui va être calculée par différence entre le prix de vente et le prix de revient des titres sera soumise à l'impôt global sur le revenu. Quand je dis impôt global sur le revenu, en fait, ça englobe l'impôt sur le revenu à proprement parler, mais également les prélèvements sociaux, CSG, CRDS, plus la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, à partir d'un certain niveau de patrimoine. Et pour l'impôt sur le revenu, il existe, lorsque le contribuable opte pour la taxation au barème progressif de sa plus-value, donc ne choisit pas le prélèvement forfaitaire unique, les 12,8, la taxe, il a la possibilité, pour les titres qu'il a, attention sous réserve de les avoir acquis avant le 1er janvier 2018, il a la possibilité de bénéficier d'abattements pour durée de détention, qui peuvent aller de 50% jusqu'à 85% selon les cas, si les conditions sont réunies, et en fonction de la durée de détention des titres au moment où ils sont vendus. Donc, ce sont des dispositifs intéressants. Encore une fois, il faut pouvoir satisfaire toutes les conditions qui sont prévues par les textes, qui sont aussi des conditions parfois strictes et parfois difficiles à atteindre parce qu'elles s'observent parfois pendant un certain nombre d'années avant la vente, parfois même 5 ans avant la vente. Donc voilà, il faut pouvoir être dans ces dispositifs-là. Mais vous dites... on n'aura pas le temps de parler, je pense, du cas de l'immobilier en l'occurrence, Aurélie, mais vous dites... On arrive avec toutes ces options, toutes ces stratégies que vous nous avez présentées, qu'on a esquissées, on arrive à céder son entreprise en France sans succomber à une fiscalité outrancière. Alors, oui, ça peut être... Alors après, il faut regarder au cas par cas, et en fonction, effectivement, des abattements auxquels on peut prétendre. Donc, il faut faire des modélisations. Il y a d'autres opérations qui peuvent être conduites en amont de la cession. On parlait tout à l'heure de l'apport avant la vente d'une quotité de titres. De la même façon, on peut procéder, lorsque l'on est animé d'une volonté de transmettre son patrimoine au profit de ses enfants, par exemple. On peut mettre en place une opération sur une quotité de titres à définir, une opération de donation en amont de la vente au profit des enfants. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment, encore une fois, de pouvoir anticiper au mieux, de réfléchir. Si on donne, par exemple, se dire est-ce que je vais transmettre de la pleine propriété ou seulement la nue propriété, conserver l'usufruit à son niveau. C'est vraiment de réfléchir à ces questions-là pour que le moment venu, on puisse être prêt et mettre en place tout ceci assez sereinement. Faites-vous accompagner. Voilà, exactement. Évidemment, c'est un enjeu trop important pour ne pas prendre le risque de ne pas être bien accompagné. En lien avec son banquier et puis ses partenaires, avocats, fiscalistes, notaires. Merci beaucoup Aurélie, merci beaucoup. Et puis vous reviendrez parce qu'il fallait qu'on parle du cas de cession d'un immeuble, mais ce sera peut-être l'occasion de revenir pour parler de ce cas-là. On parlait de vente d'entreprise et de fiscalité aujourd'hui avec Aurélie Alamijon, directeur au sein du département d'ingénierie patrimoniale de Natixis Wealth Management. Voilà pour cette émission de la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bismart.